Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition spécial Noël. Aujourd'hui, je vous parle de la disparition d'un couple et de leurs deux enfants le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre 1972. La petite famille avait réveillonné chez des amis et on ne les a jamais revus. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que j'ai fait une erreur au cours de cette vidéo. J'ai appelé cette famille la famille Ménichot, mais elle s'appelle la famille Méchino. Donc je m'excuse pour cette erreur. Jacques et sa femme Pierrette ont deux enfants, Bruno 4 ans et Eric 7 ans. Ils habitent à Boutier depuis quelques mois seulement et pour ce soir du 24 décembre, ils ont prévu de réveillonner chez des amis. Ce sont en fait des collègues de Jacques qui travaillent à Saint-Gobain. La petite famille se rend donc en fin de journée chez leurs amis pour partager le repas de Noël ensemble. Leurs hôtes diront qu'ils ont passé une soirée tout à fait normale, une soirée de réveillon sans problème. Jacques paraissait un petit peu stressé ce soir-là, mais sans plus. C'est un petit peu son comportement, ça lui arrive de temps en temps. Aux alentours d'1 heure du matin, la famille Ménichot décide de rentrer chez elle. Leurs hôtes les accompagnent donc sur le perron pour leur souhaiter une bonne nuit et une bonne route. Leurs hôtes s'inquiètent pas du tout, hein, parce que quand bien même il y a énormément de brouillard, c'est vrai que ça c'est un détail qui revient souvent, c'était une soirée avec un brouillard, on dit à couper au couteau, mais par contre Jacques ne boit pas, donc il était totalement sobre, donc il n'y avait pas de souci vers 1 heure du matin, il laisse monter toute la petite famille dans la Simca rouge, et ils leur disent au revoir sans ressentiment, sans pressentiment, sans se faire du souci, pour eux c'est tout à fait normal. Malheureusement, c'est la dernière fois qu'on verra cette famille. On n'aura plus jamais de nouvelles de la famille. On ne retrouvera plus jamais une seule trace de cette famille. Le 25 décembre, toute la famille Ménichot est censée dîner avec le reste de la famille, puisque Jacques a beaucoup de frères. Ils sont censés tous manger ensemble pour le repas familial du 25 décembre, mais personne ne se présente. En plus, c'est étonnant puisqu'il devait ramener une partie du repas. La famille commence à se faire du souci et au bout de quelques heures, la famille Ménichot va prévenir la police que Jacques et sa femme ainsi que leurs deux enfants ont disparu, ne sont pas chez eux et ne se sont pas présentés au repas de Noël. Je rappelle qu'on est en 1972 et la police va très vite dire qu'ils ont le droit pas de disparaître, mais finalement ils font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, quand bien même il y a les deux enfants, ils se feront du souci plus tard, mais pour l'instant ce sont deux adultes et ils ont peut-être prévu de passer les fêtes autre part. Malheureusement, comme dans toutes ces affaires de disparition, lorsqu'on attend passablement de temps pour commencer à enquêter, on laisse passer beaucoup de choses. En tout cas, un voisin va aussi s'inquiéter, il s'appelle Maurice B. Il va prévenir le frère de Jacques en leur disant que les volets n'ont pas été ouverts, que la maison est vide depuis plusieurs jours. Je crois que c'est aux alentours du 26 ou 27 décembre qui va prévenir le frère de Jacques. Tout le monde se fait du souci, mais la police ne s'en fait pas encore et ne décide pas de commencer une enquête. Quand bien même la famille se fait beaucoup de soucis, puisque effectivement ils étaient censés passer le repas du 25 décembre ensemble. Vous imaginez-vous si une partie de votre famille ne se présente pas le 25 décembre au repas de Noël et qu'en plus vous n'arrivez pas à les atteindre, j'imagine que vous faites du souci. Il va se passer 8 jours avant que la police décide d'enquêter sur cette disparition et c'est le 4 janvier qu'elle décide enfin de perquisitionner le domicile de la famille Ménichot. Lorsqu'ils ouvrent la porte, le temps s'est arrêté le soir de Noël. Ils retrouvent le repas de Noël dans le frigo, des huîtres ainsi qu'une dinde et les cadeaux des enfants sous le sapin de Noël et un chéquier sur la table familiale. Il est clair à ce moment-là que la famille n'est jamais rentrée après le réveillon du 24 décembre. De gros moyens de recherche vont être mis en place directement, des hélicoptères, des plongeurs, puisque la région comporte de nombreux lacs et points d'eau. L'armée, la police vont être dépêchés sur place. On peut dire que les fouilles qui seront faites par des plongeurs vont révéler une voiture avec un corps à l'intérieur.
Ce n'est pas en lien avec la famille, mais cette personne que l'on retrouve avait disparu depuis 3 ans. Elle venait du même village que la famille disparue. C'est un village pourtant pas énorme, je crois qu'il y a environ moins de 2000 âmes. Et ce monsieur avait disparu depuis 3 ans sans que personne ne se fasse du souci. Et grâce aux recherches sur la famille Ménichot, on a retrouvé son corps dans une voiture au fond d'un point d'eau, au fond d'un lac. Mais on ne retrouve toujours pas la famille Ménichot. Très vite, la police décide d'offrir 500 francs, ce qui est quand même beaucoup à l'époque, pour toute information qui permettrait de retrouver la famille vivante ou décédée. Une voisine va dénoncer la relation extra-conjugale de Pierrette avec le voisin Maurice B, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se faisait du souci et qui avait prévenu le frère de Jacques. Et on apprend également que Jacques était au courant depuis seulement quelques jours de cette relation extra-conjugale. Il faut savoir que Jacques s'était confié plusieurs fois au sujet de sa femme, une fois 6 mois avant leur disparition, à son frère avec qui il parlait beaucoup. Il lui avait dit avoir un problème avec sa femme, un problème de couple, et il lui avait dit que si ce problème perdurait, il disparaîtrait avec toute sa famille. Il avait également confié cette chose-là à ses collègues de travail. Alors quand il en parlait, c'était pas très clair s'il voulait disparaître pour partir habiter ailleurs ou s'il voulait faire disparaître sa famille en les assassinant. Maurice s'est confié des années plus tard à un journaliste et il a dit que Pierrette lui avait dit 2 jours avant leur disparition que Jacques était au courant de leur relation extra-conjugale, que Jacques l'avait battu et d'ailleurs Maurice constate des traces de coups sur le corps de Pierrette et Pierrette avait eu ces mots: quoi qu'il arrive ces prochains jours, ne te fais pas de soucis. Donc Maurice, lorsque la famille disparaît, s'inquiète, mais pas plus que ça. Il a l'impression que Pierrette l'avait prévenu d'une éventuelle disparition. Lorsque Maurice B, donc l'amant de Pierrette, se confie au journaliste, il décrit également quelque chose de très intéressant. Quelques jours avant la disparition de toute la famille, Jacques était allé en Bretagne voir un ami à lui et cet ami connaît très très bien l'Australie et en fait ça avait un petit peu étonné Maurice, se disant que peut-être Jacques était allé chercher des informations sur un futur voyage en Australie. Il faut savoir que cet ami breton, spécialiste de l'Australie, enfin en tout cas connaisseur de l'Australie, n'a jamais été interrogé par la police. Je tiens quand même à préciser que l'enquête qui a été faite dans les années 70, donc en 73, puisque c'est seulement le 4 janvier que la police a commencé à enquêter, n'a pas été très fouillée. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de recherches sur le terrain. Dans un premier temps, on a pensé que la famille avait eu un accident. Le problème avec l'accident, c'est que le trajet entre la maison des amis et leur maison à Boutier ne comporte que 3,8 km et que c'est une route qui n'est absolument pas du tout connue pour être une route dangereuse. Jacques connaissait la route, alors oui, il y avait du brouillard, mais on n'a pas retrouvé le véhicule accidenté sur le chemin. Donc l'accident semble ne pas être la bonne piste. Donc, si des recherches à large échelle ont été faites pour retrouver les corps ou la carcasse de la voiture, au niveau des interrogatoires, ne serait-ce que par exemple pour Maurice, l'amant de Pierrette, il a été vaguement interrogé par la police et dit-on de Maurice, c'est pas le genre à se confier. Il faut qu'on lui pose des questions, il va pas aller raconter spontanément ce que lui a dit Pierrette. Ça aurait été sympa que la police lui pose quelques questions. Donc effectivement, la police en 73 a beaucoup fait de recherches sur le terrain, ils ont fouillé des carrières, ils ont fouillé des cours d'eau, ils ont fouillé des lacs, ils ont fouillé énormément de choses, mais au niveau de l'enquête de terrain, l'enquête des témoins, ça a été plutôt faible. Pendant de nombreuses années, cette affaire en est restée là finalement. Il y a de nombreuses rumeurs, la famille a longtemps, comme je vous l'ai dit, pensé à une disparition volontaire, la famille a très longtemps attendu un signe de vie de la famille Ménichot, mais ce n'est jamais venu. Et en 2010, cette affaire rebondit vaguement puisque la famille Ménichot veut vendre un terrain qui est en partie une propriété de Jacques et se retrouve devant l'impossibilité de vendre ce terrain puisqu'ils ne peuvent pas obtenir la signature de Jacques.
Donc ça va un petit peu raviver l'affaire, puisqu'il est temps pour la mairie de finalement déclarer cette famille décédée pour pouvoir permettre au reste de la famille de pouvoir vendre ce bien. Une année plus tard, cette affaire un petit peu relancée, qui est un petit peu revenue sur le devant médiatique, il va être décidé de refaire des fouilles, des cours d'eau, des carrières, des sablières qui se trouvent dans la région charentaise. Alors une école de police de policiers subaquatiques se trouve pas très loin, et il est donc décidé que les cours d'eau seront un peu un terrain d'entraînement pour ces policiers, dans l'idée également de retrouver peut-être la Simca rouge du couple et des 2 enfants. En 2013, en octobre 2013, un rebondissement assez taré va intervenir. On va retrouver une Simca rouge. Alors là, on se dit, ce ne sont pas des voitures courantes, les Simca, encore moins de cette couleur rouge. On se dit qu'on y est. On a la famille Ménichot, on va enfin pouvoir mettre un point final à cette affaire. Mais lorsque la voiture est ressortie, on constatera que ni le numéro de plaque, ni le numéro de châssis ne correspond à la Simca 1100 qui a disparu avec à l'intérieur la famille Ménichot. C'est quand même assez fou, hein, parce que moi je connais personne qui a ce genre de voiture, j'en ai même jamais vu en vrai, et c'est fou que dans cette même région on retrouve une même voiture, quasiment de la même couleur, et que ce ne soit pas la bonne. Toujours en 2013, cette fois ce sont 4 corps qui vont être retrouvés, et une fois de plus on se dit que l'on est bien sur les corps de la famille Ménichot. Cela dit, une analyse plus poussée de ces ossements va déterminer qu'en fait ces os sont vieux de 90 ans, ce ne sont donc pas les os de la famille Ménichot. Ce qu'on peut en conclure, c'est que il y a eu énormément de recherches qui ont été faites depuis 2011. En effet, de gros moyens ont été mis en place pour tenter de retrouver la famille Ménichot et pour tenter de fermer des portes. Il y avait de nombreuses rumeurs sur l'éventualité que la voiture pouvait se trouver à tel ou tel endroit avec à l'intérieur la famille décédée. Mais toutes ces rumeurs ont pu être fermées, ont pu être closes grâce aux recherches qui ont repris en 2011. Cela dit, toutes ces recherches et tous ces nouveaux moyens n'ont pas permis de retrouver ni la voiture du couple, ni ses occupants. La première hypothèse dans cette affaire, c'est la disparition volontaire. En effet, Jacques s'était souvent confié « Si ma femme me trompe, je vais disparaître avec toute ma famille et personne ne me retrouvera jamais ». Alors si pour certains ça faisait penser à une disparition volontaire dans un autre pays, pour d'autres ça résonnait plutôt comme un suicide collectif. En tout cas, Jacques n'avait pas l'intention de laisser passer une relation extra-conjugale de sa femme, et certains ont pensé que le couple était parti refaire une vie en Australie ou dans un autre pays. Il y a des signalements qui vont être amenés en Vendée, en Espagne, où certains pensent avoir vu la famille Ménichot. Cela dit, on n'a jamais pu déterminer que c'était bien des membres de la famille Ménichot qui avaient été vus dans ces endroits. Les déclarations de Maurice B, l'amant de Pierrette, laissent également penser à une disparition volontaire. Souvenez-vous, Pierrette lui avait dit « Quoi qu'il arrive ces prochains jours, ne te fais pas de soucis ». Maurice a toujours pensé que la famille avait disparu volontairement, il a toujours ces paroles de Pierrette dans la tête, et pour lui, la petite famille est probablement en Australie ou au Canada. Il faut également dire que beaucoup de temps s'est écoulé entre le 24 au soir et le 4 janvier lorsque la police perquisitionne enfin la maison du couple. Ça laisse beaucoup de temps pour disparaître, ça laisse beaucoup de temps pour organiser une disparition et pour partir vraiment très loin. On sait également que Jacques connaissait l'Australie, qu'il avait voyagé déjà en Australie. On sait également qu'il était allé visiter un ami, cet ami breton, quelques jours avant la disparition, et cet ami connaissait très très bien l'Australie. Enfin, il y avait une rumeur comme quoi Jacques avait environ 50 000 francs de côté sur un compte. C'est un peu de l'argent qui se faisait au black en réparant des voitures. Et cet argent aurait disparu de son compte. Donc la famille pense que Jacques a ramassé cet argent pour pouvoir recommencer une nouvelle vie. Ce qui colle pas par contre avec la disparition volontaire, c'est le fait que Pierrette voulait quitter son mari. En tout cas, c'est ce que dit Maurice et c'est ce qui semble assez établi. Le couple
n'était pas vraiment un couple bien assorti. La famille de Jacques le dira et leur entourage le dira, le couple n'allait pas spécialement bien. Donc il semble étonnant que le couple disparaisse ensemble pour refaire une vie alors que le couple ne fonctionnait pas. Un autre détail, ils sont partis sans vêtements, sans chéquier, sans livret de famille, sans aucun papier et sans vraiment préparer cette disparition. Ça semble étonnant. La voiture aussi. Si vous voulez partir en Australie, disparaître comme ça, vous devez bien parquer votre voiture quelque part, à l'aéroport ou non loin d'un aéroport. En tout cas, depuis de nombreuses d'années, cette voiture aurait été retrouvée. Mais on n'a aucune trace de cette voiture. Les enfants également, parce que le plus grand a 7 ans et se serait souvenu de sa première vie en France. Donc il semble étonnant que les enfants, au cours des années de leur vie adulte, n'aient jamais voulu reprendre contact avec leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes qui sont effondrés par cette disparition. Et puis, aucune trace sur un avion. Donc, les compagnies aériennes ont été contactées et on ne retrouve aucune trace de la famille Ménichot. Ils auraient pu voyager sous une fausse identité, mais en tout cas, sous l'identité Ménichot, personne n'a voyagé entre le 24 et le 4 janvier. Ce que certains imaginent, c'est une dispute dans la voiture du couple au retour après avoir quitté leurs amis le 24 vers 1h du matin. Une dispute aurait pu éclater dans le véhicule. Mais voilà, de nouveau, si la voiture avait, je ne sais pas, si foncé dans un mur, foncé dans un ravin, on aurait retrouvé la voiture. Donc une dispute, ça semble probable, mais on se demande quand même où se trouve le couple et où se trouve la voiture. L'hypothèse qui finalement avait été la toute première hypothèse, c'est l'hypothèse d'un accident. Cela dit, bon, il y avait beaucoup de brouillard, mais Jacques était totalement sobre, il connaissait la route. La route, il y a 3,8 km. C'est pas énorme. En plus, c'est une route qui n'est pas du tout connue pour être une route dangereuse. C'est une route tranquille. Et puis, comme j'ai dit, il connaît la route, il est sobre. Donc voilà, ça semble étonnant et on n'a jamais retrouvé de carcasse de voiture sur ces 3,8 km. Et je pense que depuis le nombre d'années, on aurait retrouvé quelque chose. Donc l'hypothèse de l'accident ne semble pas être la bonne. On peut même dire qu'on peut totalement l'exclure. Certains ont pensé au meurtre. En effet, Jacques faisait des petites réparations sur des voitures, il faisait ça au black et certains auraient pensé qu'il aurait pu s'attirer des ennuis avec cette activité. Cela dit, ça me semble un peu maigre comme mobile, comme je dis, c'était une famille tranquille, ils vivent pas du tout dans un milieu de crime ou dans un milieu criminel. Donc ça semble un peu étrange. Et qu'est-ce que serait devenu la voiture? Finalement, leur meurtrier aurait dû se débarrasser de la voiture et avec le temps, on l'aurait probablement retrouvée. Il y a quand même un point qui va corroborer vaguement cette hypothèse. En 2003, un corbeau envoie une lettre anonyme et dit cela: c'est arrivé vers 3h du matin, il est grand temps de donner une sépulture au petit. Cette personne qui s'est manifestée 2 fois avec des lettres anonymes donne quand même des détails, des noms, une adresse et un déroulé de ce qu'il aurait pu avoir avant le meurtre. Cela dit, la police établit que c'est un petit peu bancal et que ça ne colle pas avec les constatations qui ont été faites. Cette piste va être donc abandonnée. Il reste le suicide collectif qui, comme la disparition volontaire, reste l'une des hypothèses privilégiées par la police et la famille qui pensent aujourd'hui plutôt à cette hypothèse du suicide collectif. En effet, Jacques avait appris la relation extra-conjugale de sa femme quelques jours avant le 24 décembre, ce qui laisse penser qu'il aurait pu vouloir éliminer toute sa famille. Il y a le profil de Jacques qui laisse penser à cette idée de disparition, de suicide collectif. Jacques était quelqu'un de décrit comme très fier et le fait que sa femme le trompe, je pense que ça aurait pu être quelque chose pour lui qu'il n'aurait pas pu supporter, combien même ils auraient pu se séparer, divorcer, mais ça c'est quelque chose que Jacques n'aurait pas pu supporter, probablement la pression, le regard des autres, c'est quelque chose que Jacques aurait eu de la peine à vivre avec. Donc, ce caractère de Jacques fait penser qu'il aurait peut-être voulu faire disparaître toute sa famille et sa honte en même temps que la disparition de sa famille. Il s'était confié à l'un de ses collègues et avait déclaré: « Je connais un endroit où personne ne nous retrouvera jamais ». C'est pour ça que dans mon idée, Jacques avait déjà déterminé un endroit bien avant que sa femme le trompe, s'il y avait plus de soucis que tant avec sa famille, parce que ça se passait pas très bien avec sa femme de longue date. Donc il avait, je pense, cette idée en tête de faire disparaître sa famille à un endroit très précis et il savait exactement lequel.
Ce qui colle moins avec cette théorie du suicide collectif, c'est le brouillard. Quand bien même Jacques avait l'idée d'un endroit très précis où faire disparaître sa famille, le brouillard rend la conduite difficile et la disparition de la voiture. Parce que c'est quand même ça qui est étonnant, qu'on puisse faire disparaître 3 ou 4 corps. Ok, peut-être on connaît une gorge, une crevasse, un endroit où faire disparaître les corps, mais la voiture, ça semble quand même franchement compliqué. Tout cela laisse penser que Jacques savait exactement où il voulait faire disparaître toute sa famille après les avoir assassinés. Ça me fait un petit peu penser à l'affaire du pont de Ligonnès. En effet, on sait qu'il a assassiné toute sa famille, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Par contre, dans ce cas, la plupart des gens et la famille de Jacques pensent que si il a tué toute sa famille, il a mis également lui-même un terme à sa vie. Il n'aurait pas recommencé sa vie en fait. Il n'aurait pas, c'était pas le style. Il était vraiment fier, quelqu'un de plutôt fier et honteux de cette relation extra-conjugale, honteux que son couple ne fonctionne pas. Il aurait préféré éliminer tout le monde. Cela dit, s'il avait voulu assassiner toute sa famille et ensuite partir pour faire une nouvelle vie, Jacques aurait eu largement le temps de faire disparaître et les corps et la voiture, parce qu'il s'est passé quasiment 8 jours entre la disparition et la prise au sérieux de cette affaire par la police. Ce que je tiens à préciser, c'est que Maurice, donc l'amant de Pierrette, quand bien même, comme je vous l'ai dit, il s'est confié sur plusieurs choses seulement en 2011, lorsqu'un journaliste s'est à nouveau intéressé à l'affaire, il n'a jamais été suspecté et ça semble juste. Maurice n'a rien à voir avec cette affaire. Il aimait beaucoup Pierrette, il était amoureux de Pierrette, il a toujours imaginé qu'elle était vivante, probablement pour que cette disparition soit moins douloureuse pour lui. Il a toujours préféré imaginer que sa bien-aimée était vivante quelque part. En tout cas, je précise que Maurice n'a vraiment jamais été suspecté et à juste titre. Cela dit, toutes ces hypothèses sont intéressantes, mais aucune n'est totalement concluante. Dans toutes les hypothèses, il y a des trucs qui collent pas. On n'a pas retrouvé la voiture pour un accident, on n'a pas retrouvé la voiture pour une disparition volontaire, ou enfin en tout cas, la disparition de la voiture, c'est vraiment ce qui rend cette affaire assez étrange, parce que, comme je l'ai dit, disparaître 4 corps, ça semble encore possible, mais faire disparaître une voiture, ça semble déjà plus compliqué. Pour conclure, si la famille a au début pensé à une disparition volontaire et largement privilégié cette hypothèse, aujourd'hui elle pense plutôt au suicide collectif. J'ai d'ailleurs entendu le témoignage de l'un des frères de Jacques qui aujourd'hui est persuadé que son frère a assassiné toute la famille et s'est ensuite donné la mort. On peut dire que le Noël du reste de la famille Minichot ainsi que les proches de la famille Minichot sont très douloureux. Ils n'ont jamais pu mettre un terme à cette histoire et les 24 décembre ainsi que les 25 décembre sont vraiment très douloureux pour cette famille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette histoire que l'on retrouve sous le nom des disparus de Boutier. C'est une affaire que j'ai trouvée passionnante. Si vous connaissez des détails sur cette affaire, puisqu'elle s'est passée en France, si vous avez des détails à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle histoire de crime et disparition. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et à tout bientôt pour une nouvelle histoire.